Bonjour Pierre. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci. Je vous ai demandé de venir aujourd'hui pour qu'on discute du patrimoine. Voilà. Est-ce que vous pourriez d'abord vous présenter? Alors voilà, je suis près du diocèse de Laval d'un peu plus de 20 ans, curé dans le sud et sud-est Mayenne, donc ce qu'on appelle les 3 paroisses de la Mayenne-Angevine. Grosso modo, ça va de Quenelle jusqu'à Saint-Denis d'Anjou, donc une trentaine de clochers. Et puis jusqu'à récemment, j'étais vicaire général de Monseigneur Scherrer jusqu'à ce qu'il soit nommé évêque de Perpignan. Je voulais vous parler un petit peu de Reconquête. Reconquête, donc, est un parti au niveau national. Au niveau local, on essaye de faire des campagnes ciblées. Aujourd'hui, on est sur la sauvegarde du patrimoine religieux et culturel. Est-ce que vous avez entendu parler de la campagne Reconquête sur la sauvegarde des églises en particulier? Oui, j'en ai entendu parler, je l'ai vu. J'avais de bons informateurs. Et comment jugez-vous d'une manière générale l'action politique sur ce type de sujet? Parce qu'on nous accuse souvent de récupération. Est-ce que vous pensez que c'est un sujet qui devrait concerner uniquement l'Église, qui devrait concerner les habitants des villages, ou avoir un écho un peu plus national ou même local des partis, des associations? On a Stéphane Bern avec l'Auto du patrimoine, mais vraiment sur l'action politique. Alors, pour avoir été notamment interviewé sur CNews, je crois, et de par mes convictions personnelles, l'action politique est fondamentale parce que sinon, on a des actions qui vont dans tous les sens en coordination, et c'est la charge du politique d'avoir charge du bien commun, de l'organiser, de le prendre en charge, donc c'est fondamental. Et peu importe les étiquettes, en fait. Peu importe, c'est vraiment pour ça que c'est l'action vraiment du politique de le faire. Alors évidemment, chaque parti va avoir son angle d'approche de la question, mais tout politique se doit de porter la question du patrimoine et du patrimoine religieux parce que c'est une réalité qui existe. De la religion, le religieux et le spirituel, ça fait partie de l'humanité, même si parfois une conception laïciste donnera à penser le contraire, mais c'est contraire à toute bonne anthropologie, philosophie digne de ce nom. Et donc à ce titre-là, le politique ne peut pas ne pas le prendre en charge. Et puis on est héritier d'une histoire, et quand on hérite, on a charge de faire fructifier l'héritage. Ouais, c'est ça, et nous sommes simplement les porte-voix de nos adhérents, de nos militants. Donc, Exactement, et les générations futures doivent pouvoir dire, la génération qui nous a précédé a fait son travail, sa part. Dites-moi, on a beaucoup parlé, vous me parliez de CNews, on a beaucoup parlé de l'église de la Baconnière. Oui. Un peu moins du Jeunesse Saint-Île, sauf les images qui ont fait le tour de France, qui ont choqué beaucoup de nos adhérents. En tout cas, c'est vraiment dans cet esprit qu'on s'est consacré ces 6 derniers mois à la sauvegarde du patrimoine. Je voulais savoir quel était le rôle de l'évêché sur la sauvegarde de l'église de la Baconnière. On dit souvent que l'évêché doit donner son accord pour une destruction. Qu'est-ce qui a été fait? Pourquoi aujourd'hui il n'y a plus de pourparlers et que l'église est condamnée? Alors en fait, le dossier de la Baconnière, si on regarde nos archives, et puis l'évêque ses propres archives, ça a occupé un ton fou à l'église, en particulier un organisme qui est dans tous les diocèses, qui s'appelle la Commission d'art sacré, qui a charge de traiter cette question. Donc depuis plus de, maintenant on va dire 30 ans, il y a eu un travail des municipalités successives pour trouver des solutions pour l'avenir de ce bâtiment. Et en fait, ce qui est toujours très compliqué, c'est que les municipalités passent, il faut reprendre les dossiers à zéro, et n'ont pas toutes eu beaucoup de l'envie forcément de trouver, enfin, chacune a pris l'action à bras-le-corps, certaines parce que c'est passé dans le journal, il y a eu des projets d'y mettre des commerces, enfin vraiment, ça a été un dossier très compliqué. Très à la Baconnière, de mettre des commerces. Tout à fait, alors là vous trouverez ça vous tapez ça sur Google, vous avez toutes les images, etc. Et la dernière municipalité est celle qui s'est montrée à ce jour la plus désireuse de faire avancer, aboutir le dossier. Mais quand la dernière, elle arrive à un moment donné où en tout cas la situation de dégradation de l'église était compliquée. Mais c'est la seule municipalité à ce jour que je connaisse qui a proposé un nouveau bâtiment.
On a vu les conseils municipaux s'enchaîner sur le sort de l'église. Moi, j'ai regardé les archives. 40 ans, il faudrait agir, il faudrait faire ça, il y a une fissure, le clocher, etc. Et à chaque fois, c'était repoussé. Est-ce que vous, l'église en Mayenne a sonné l'alarme? Oui, tout à fait, jusqu'à niveau de l'alarme, et l'évêque ayant monté au créneau à de nombreuses reprises, les précédents vicaires généraux, notamment le père Amit Meyer, etc. Vraiment, je crois que la Baconnière nous a tous occupés énormément pour un résultat qui nous déçoit tous. Et aujourd'hui, il n'y a plus rien à faire? Alors, on va se poser la question, alors c'est là que je vais envoyer la balle aux politiques, au sens global, c'est quelles sont les capacités financières qu'on va vouloir débloquer pour reprendre à bras-le-corps la question du devenir, alors pas des églises en général, parce que beaucoup d'églises, si on fait l'entretien normal et qu'on mobilise les actions locales de l'arrivée, et puis il y a un certain nombre d'églises, alors souvent celles de la fin du 19e, qui mériteront un plan particulier d'action, et c'est ce plan particulier d'action qu'il va bien falloir un jour réfléchir. Et puis c'est essentiel, parce que le patrimoine, on parle de la Baconnière, mais la Baconnière, c'est un élément patrimonial essentiel du village. C'est une église qu'on voit à des kilomètres. Voilà, on enlève l'église de la Baconnière, le village est nu. Oui, parce que c'est là qu'on fait tous l'expérience, on a besoin de verticalité, vraiment de ce monument qui fait un pont entre ciel et terre. Qu'on soit croyant ou pas, on a tous besoin de cette verticalité. Et c'est un point de repère, mais pas seulement physique, c'est vraiment au sens, ça va chercher dans nos profondeurs les plus essentielles. Voilà. Pour rebondir, quand on est curé, moi je vois quand même la chance d'avoir des églises, lorsque les entretiens sont faits au jour le jour, c'est toujours plus facile, et lorsqu'il y a besoin d'un petit coup de pouce, je vais penser par exemple à l'église de Boire ici, il y avait besoin de restaurer les vitraux. Comme la commune a toujours eu charge de son église, là ils ont fait une campagne d'appel aux dons en lien avec la paroisse. Il y a eu largement ce qu'il a fallu pour nettoyer, pour restaurer ces vitraux, même plus, donc ils ont pu faire d'autres travaux. Et dans cet enthousiasme, la municipalité et les conseillers municipaux eux-mêmes sont venus nettoyer eux-mêmes après les murs de l'église une fois les vitraux ont changé. C'est-à-dire que quand on fait un entretien régulier, ça s'intègre dans les finances et on peut mobiliser le bénévolat, la générosité des uns et des autres, et on arrive à faire avancer les dossiers paisiblement. D'accord, donc avec certaines municipalités, vous arrivez à travailler en lien avec les municipalités, la préfecture, l'État d'une manière générale, et vous mettez la main à la poche aussi quand il y a besoin. Ah oui, on demande vraiment aux fidèles, et ils ont été très généreux à Bouer, voilà, pour... Les gens aiment le patrimoine, et quand on parle du patrimoine religieux, dans une commune, il y a des gens qui ne vont pas aux offices, on va leur dire, voilà, il y a une campagne de restauration, par exemple, ici c'était les vitraux de Bouer pour parler d'autres choses, tout de suite, les sommes abondent. Ouais. Les gens sont très concernés par leur patrimoine. Ouais. Par contre, j'ai un cas inverse, alors par respect, je ne vais pas citer la commune, qui a fait un appel aux dons qui ne fonctionne pas beaucoup, mais le discours, évidemment, du maire des mois et des années précédentes était tel que les gens ne comprennent pas quelle est sa volonté profonde, et quand il y a du doute, les gens disent donc voilà. Par contre, voilà. Il me semble que je vois de quelle commune on parle, puisqu'on y était il y a quelques semaines avec notre banderole. Et sans les citer, la mairie nous a envoyé des gendarmes. Nous étions 5 et c'était assez épique et rocambolesque. 5 militants, 2 fourgonnettes de gendarmerie. Voilà. Bon, ils avaient l'air un petit peu frileux sur notre action. Dites-moi, mon père, on entend souvent l'argument que l'Église entretienne ses églises. Un grand argument qu'il faut dans ce cas-là retourner, c'est pourquoi la loi de 1905 nous a retiré les églises. Nous allions à la gestion. Pas qu'on oublie la loi de séparation des églises et de l'État du 9 décembre 1905 et les autres lois qui ont suivi, qui ont fait que toutes les églises sont devenues bien de l'État, un certain nombre étant reconfiées aux municipalités. Mais ce qu'on oublie quand on parle de ça, parce que souvent on nous dit « Ah, vous avez de la chance que l'État ait repris les églises ». Mais je dis, la question, c'est pas qu'ils ont pris les églises, ils ont pris tout le patrimoine, et notamment ce système économique qui était d'avoir des biens de rapport qui permettaient de financer la construction et surtout l'entretien des églises.
Et si on avait gardé un modèle similaire, il y a plein de questions qui ne se poseraient plus aujourd'hui. Donc si on dit à l'Église d'entretenir vos églises, l'Église ne peut que répondre, dans ce cas-là, redonnez-nous tous les biens de rapport, les immeubles de rapport qui étaient liés à ces églises pour qu'on puisse avoir un modèle économique viable. Ce qui en soi serait intéressant d'un point de vue de la doctrine sociale de l'Église, qui parle de la subsidiarité, qui est de toujours confier au niveau inférieur, enfin le niveau supérieur ne jamais prendre à sa charge que le niveau inférieur peut faire. Puisque finalement on sait bien qu'une action locale est toujours souvent plus pertinente que quand il faut avoir une gestion d'ensemble. Puis, alors, la loi de 1905, donc vous l'avez dit, les lois qui ont suivi. En 1907, l'entretien de l'église, c'était à la commune de l'assurer. Et puis, il y a eu la Première Guerre mondiale. Voilà. 1919, une grande majorité des communes ont bradé ce patrimoine qui permettait justement l'entretien de ces édifices. Et on assiste à un phénomène qui s'est beaucoup accéléré dans la seconde moitié du XXe siècle, c'est-à-dire l'abandon de ce patrimoine culturel. Tout à fait. Ce qui est une vraie question, alors, qui est une sorte de grande question qui traverse notre pays, qui est l'articulation entre ce qui revient à chaque municipalité de faire et puis quand même avoir une vision d'ensemble. Pourquoi je dis ça? Parce que vraiment d'une commune à l'autre, on a des engagements très différents et c'est pas d'abord ou seulement lié aux capacités financières des communes, parce que là, on pourrait avoir aussi des systèmes quand même de mutualisation, etc. Et en fait, ce qui est assez terrible, c'est qu'on va avoir des églises toujours bien entretenues parce que c'est une sorte de volonté d'une municipalité, et dans une autre, c'est une différente. Et c'est vrai que ça me pose pour moi la question dans ce contexte, de comment retrouver une juste articulation pour pas avoir à un moment donné comme deux poids, deux mesures. Ouais. Comment l'Église entretenait vous parliez d'un ensemble de bâtiments qui permettaient. Comment l'Église entretenait ces édifices avant la loi de 1905? Est-ce qu'aujourd'hui l'Église pourrait prendre le relais et continuer à entretenir comme c'était le cas il y a 150 ans, 130 ans, et à quelles conditions? Alors, quand on regarde l'histoire de l'Église, il y a des grandes périodes, mais le principe c'est toujours le même, c'est l'Église veille à avoir plusieurs bâtiments qui étaient genre l'école, l'hospice, l'hôpital, l'hôtel-dieu et les églises. C'était quand même toujours ces trois piliers-là. Et à côté de ça, on a des biens de rapport qui étaient soit des immeubles, soit des grandes propriétés. Donc ça, c'est des grands modèles du Moyen-Âge, bousculés par la Révolution française, qu'on a essayé un peu de retrouver après. Et en fait, c'est ce modèle-là qui fonctionne, et c'est ce modèle-là qu'il faudrait, dans ce cas-là, retrouver. Ouais. Là, dans le principe, ce serait bien. Dans la mise en œuvre, ça risque d'être assez compliqué. Alors, mais c'est quelque chose de profond, parce que c'est la question de ce qu'on appelle une gestion à bon père de famille. C'est-à-dire, je vais toujours avoir des ressources stables en face de mes investissements et de mes dépenses récurrentes. Et avec la crise actuelle de l'Église, je m'éloigne un petit peu, mais on parle de 3% de catholiques pratiquants en France, filles aînées de l'Église. Est-ce que vous pensez qu'avec 3% de fidèles investis au cœur de l'Église, voilà, vous pourriez justement réussir à faire quelque chose pour la sauvegarde de ce patrimoine? Ou est-ce que plus généralement, les gens, qui soient catholiques, pratiquants ou non, voilà, s'investiront d'eux-mêmes et pourraient travailler main dans la main avec l'Église? Alors je rejoins la deuxième proposition, parce qu'évidemment, s'il n'y avait que 3% de catholiques et 97% d'hostiles aux églises, donc ça c'est compliqué. Or aujourd'hui, on sait qu'une bonne majorité de nos contemporains seraient heureux de s'engager d'une manière ou d'une autre pour faire vivre l'Église. Moi, je suis impressionné, il y a dans beaucoup de nos communes en Mayenne, ce sont des non-pratiquants qui ouvrent et ferment l'église, qui viennent fleurir, passer d'année. C'est-à-dire qu'il y a un tel attachement que plein de gens seraient prêts à s'investir. Moi, je pense à la belle petite église de la commune déléguée maintenant de l'Enfuit. C'est impressionnant le nombre de personnes qui s'y investissent. Ils ont quand même repeint toutes les boiseries du chœur, financer la restauration des hôtels.
Et la plupart de ceux qui sont investis ne sont pas des pratiquants. Ouais. Donc en fait, il y a une capacité de mobilisation aujourd'hui qui est réelle. Les associations, est-ce que leur rôle, en Mayenne, on va rester sur notre département, on pourra généraliser après, est-ce que vous pensez que le rôle des associations est suffisant, qu'ils sont assez mis en avant, ou qu'au contraire, quand on parle d'église ou de patrimoine cultuel, ça met un frein dans les actes de ces associations? En tout cas, si on prend les associations dites de sauvegarde ou des amis de l'Église, là vraiment c'est souvent un très beau travail. Et je pense que le maillon qui manque aujourd'hui, c'est que ces associations se fédèrent pour, à un moment donné, dire on ne peut pas seulement traiter que la question point par point, d'église par église. À un moment donné, il va falloir une action concertée, et c'est peut-être la phase dans laquelle il va falloir un jour rentrer. Est-ce que vous voulez conclure avec une question ouverte, est-ce que vous avez un dernier mot? Je voudrais bien deux choses. Un, n'hésitez pas là où il n'y a pas d'association de sauvegarde des églises, en créer, parce que c'est toujours c'est toujours un atout. Et puis deux, plus il y aura de monde à visiter les églises, et plus ça suscitera le désir des municipalités de les entretenir. Donc il faut ouvrir les églises, il faut demander, il faut se proposer pour ouvrir, fermer, faire une petite équipe. C'est assez facile finalement. Et puis quand on a des amis, on va visiter une église, et on n'hésite pas à envoyer un petit mot aux mairies en disant merci pour l'église, on l'a trouvé très sympathique, etc. Pour que les municipalités et puis les paroisses, elles sentent l'intérêt des gens. Mon père, merci beaucoup. Merci à vous. Et puis à bientôt.